Bon, messieurs, dames, bonsoir à tout le monde. Le maire vient d'être appelé pour un problème urgent et familial, donc je vais présider au pied levé cette séance. Et je vais donc commencer par faire l'appel. Donc, monsieur Jean-Pierre Guillaume qui a donné la procuration à monsieur Daniel Dussiot. Monsieur Daniel Dussiot, je suis là. Claude Gennarelli. Présent. Guy Laroche. Présent. Marie-Antoinette Caillol. Présent. Michel Strodo, qui vient nous appeler, il arrive dans 5 minutes. Monique Lissonnet. Présent. Henri Casimir. Présent. Monique Delagarde. Présent. Roland Chacre. Présent. Jean Lévesque. Présent. Antoinette Inter-Nicolas. Présent. Maggie Mourin. Présent. Joseph Stallone. Voilà. Bon. Jean-Luc Bourillon. Présent. Laurent Pro. Présent. Sylviane Ramous. Présent. Ursula Gawaran qui a donné procuration à Claude Gennarelli. Sylvie Garcia. Présent. Irène Raymond. Présent. Pascal Ducrot qui a donné procuration à Michel Strodo. Walter Marconnet qui a donné procuration à Guy Laroche. Chantal Clisson. Présent. Janine Violo. Présent. Alain Géa. Présent. Ghislain Michelas qui a donné procuration à Corinne Lucchini. Corinne Lucchini. Présent. Ange Vanterelli. Absent. Jean Siméon. Présent. Martine Bernardo qui a donné procuration à M. Mazec. Brigitte Pellofi qui a donné procuration à Jean Siméon. Jean-Michel Mazin Présent. et Gérald Autechot. Présent. Bon, donc, conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales, il est proposé au conseil municipal de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du secrétaire de séance. Qui est pour, qui est contre? Donc, c'est l'unanimité. Je vous propose donc de désigner Madame Garcia comme secrétaire de séance. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, Madame Garcia est désignée à l'unanimité comme secrétaire de séance. Le dernier, c'est le procès verbal du conseil municipal du 13 décembre 2012. Est-ce qu'il y a des choses à dire, il y a des réflexions, on l'adopte? Pas de problème. Merci beaucoup. À l'unanimité. Les comptes rendus de décision. S'agissant des décisions, je voudrais en préambule et avant de vous céder la parole pour des questions éventuelles, m'arrêter plus précisément sur la décision numéro 12373 concernant la mise à disposition d'une équipe d'animation dans les structures jeunesse municipales pour un montant maximum de 470 000 €. Ce marché comprend plusieurs prestations de services, dont notamment la mise à disposition de 8 animateurs en permanence dans les 3 structures. 16 000 jours dits de journée animateur vacataires. L'accueil des enfants tous les mercredis et les vacances scolaires. L'accueil périscolaire au niveau de la structure du Mazet. L'animation pendant le temps cantine dans 4 groupes scolaires de la commune. Et puis en dernier lieu, des séjours organisés dans toutes les catégories d'âge. J'ajoute qu'à la hausse du montant de la prestation des services de 12 000 € en ce qui concerne la tranche ferme entre 2012 et 2013 est particulièrement infime, plus 2,5%. Au regard notamment des critères explicatifs, je citerai en particulier les critères améliorant la qualité des services rendus, comme par exemple la nécessité au vu de la demande de plus en plus forte des administrés de créer plus de 400 places d'accueil supplémentaires annualisées, les mercredis, mais également dans le cadre des séjours. Également, l'augmentation du nombre d'animateurs nécessaires pour couvrir les nouveaux besoins, augmentation estimée à 100 jours animateurs additionnels. Et enfin, l'évolution de la réglementation des séjours, organisée par les structures, qui prévoit des repos compensateurs pour les animateurs, d'où un accroissement mécanique de leur nombre, indispensable à l'encadrement de ces séjours. Pour conclure sur ce point, l'occasion m'est aussi offerte de vous communiquer en succinct rapport d'activité sur l'année dernière en ce qui concerne les structures jeunesse. En 2012, ce sont près de 14 000 prises en charge
par nos structures d'enfants âgés de 3 à 17 ans. Ce sont 12 séjours organisés pour une durée de 3 à 12 jours. Et enfin, ce sont des taux de remplissage allant de 75% à 100% pour les 3 structures. Voilà ce qu'on pourrait dire en synthèse sur cette décision. Et il y a un impact financier important. Je vous laisse maintenant la parole pour d'éventuelles questions sur le compte-rendu des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil municipal. Je passe au point suivant. Bon, donc là, il n'y a pas de vote non plus, il s'agit d'un débat. C'est le débat d'orientation budgétaire. Bon, je vais vous lire ce qu'a préparé le maire. Mesdames, Messieurs, le débat d'orientation budgétaire, donc le DOB, doit permettre aux élus locaux d'avoir une vision de l'environnement juridique et financier de la collectivité, mais aussi d'appréhender les différents éléments du contexte pesant sur la préparation budgétaire de l'année à venir. Dans les mois qui précèdent l'adoption du budget primitif, les conseillers municipaux sont invités à débattre, à partir de l'évolution du contexte financier et budgétaire, des orientations proposées pour l'élaboration du budget à venir. Les services municipaux ont préparé, comme chaque année, un document très complet qui permet à chacun des membres de ce conseil d'avoir une vision claire de notre politique budgétaire. Nous le savons tous, les temps que nous traversons sont troublés sur le plan économique. Là n'est sans doute pas le lieu d'une discussion sur l'envolée de nos prélèvements et des dépenses publiques sur le plan national. Mais malheureusement, nous ne pouvons que constater que la situation actuelle valide et donne raison à la politique financière courageuse et responsable que nous avons menée à l'échelle de Rognac depuis 2008. Les mêmes principes de gestion que ceux retenus pour les exercices précédents vont trouver à s'appliquer en 2013. Dès lors, nous sommes aujourd'hui en mesure de maintenir nos taux d'imposition sur les 3 impôts communaux, tout en continuant à garantir une capacité d'investissement jamais atteinte pour l'avenir, et ce, sans recourir à l'emprunt. Ainsi, en ce qui concerne nos recettes fiscales, nous continuons à ne pas pratiquer de hausse des taux des 3 impôts ménages. Pour la 12e année consécutive, nous parvenons, malgré le contexte économique difficile que tout le monde connaît, à ne pas augmenter ces taux, ce qui nous place parmi les rares villes de même strate à avoir pu pratiquer cette politique dans notre pays. C'est une exigence absolue pour nous que de contenir la pression fiscale afin de ne pas ajouter à l'érosion du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ces recettes fiscales ont un impact majeur sur la façon dont nous gérons notre budget, car elles représentent près de 30% de nos recettes réelles de fonctionnement. J'aimerais préciser pour certains membres de cette Assemblée, et pour conclure sur ce point, que l'augmentation que nous ressentons tous sur nos feuilles d'impôt est donc clairement imputable aux bases décidées par l'État et aux éventuelles augmentations de taux votés par les autres collectivités que sont la région ou encore le département. Je passerai rapidement sur les produits d'exploitation, qui représentent moins de 6% des recettes réelles de fonctionnement, et sur les autres recettes réelles qui resteront stables cette année, pour évoquer un peu plus longuement avec vous les questions de la DGF et des dotations émanant d'Aglopole Provence. Concernant les dotations consenties par l'État, nous devons nous attendre à un sérieux tour de vis dans les années à venir. Il y a donc à la matière une continuité de la politique de rigueur menée par l'État depuis plusieurs années. L'argent public n'est ni de droite ni de gauche. Il est aux contribuables. Et tout ce qui va dans le sens de la prévention, de la préservation de l'argent du contribuable, j'y souscris. L'ensemble des administrations publiques doit réaliser des économies importantes à titre principal
l'État et ses opérateurs et à titre subsidiaire l'assurance maladie et les collectivités territoriales. Le gel des concours de l'État aux collectivités territoriales, puis la réduction de 1,5% par an concourent au même objectif, permettront à réaliser 2,3 milliards d'euros d'économies. Néanmoins, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les dépenses d'investissement des collectivités locales représentent plus de 70% de l'investissement public sur le plan national. Et à force de rogner de manière systématique sur les marges de manœuvre de ces mêmes collectivités, c'est l'économie locale qui, à moyen terme, risque d'être pénalisée, faute de volume d'investissement suffisant à travers elle. La machine économique tout entière a plus ou moins longue échéance. Vous pourrez donc constater, à la lecture du document que la DGF est en diminution en valeur par rapport à l'an dernier, malgré des charges en augmentation automatique. Nous devons assumer cet état de fait, qui malheureusement ne devrait pas s'améliorer dans les années à venir. S'agissant maintenant des dotations émanant d'Aglopole Provence, qui sont, je vous le rappelle, versées à travers deux dispositifs, la dotation de solidarité communautaire et l'attribution de compensation. Même si ces dernières atteignent en 2013 un niveau historiquement haut, ne nous y trompons pas, de fortes incertitudes se sont exprimées quant au devenir de l'intercommunalité. Elles portent notamment sur trois points essentiels. L'avenir des dotations reçues d'Aglopole Provence, qui représente à elle seule plus de 45% des recettes réelles de fonctionnement de la ville en 2013. Les compétences qui pourraient être nouvellement transférées et pour lesquelles les communes ne supporteraient plus certes l'évolution des dépenses, mais ne maîtriseraient plus l'évolution de leur contenu. La non-compensation des diminutions des dotations de l'État, le FPIC, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, tout un programme pour lequel le bloc communal Aglopole Provence, commune, est aujourd'hui contributeur. Concernant les dépenses de fonctionnement, je pense que les illustrations graphiques situées en début de document, à travers la rétrospective financière, sont suffisamment parlantes sur l'effort de gestion que nous avons réalisé au cours de ces dernières années. Car même si nous poursuivons l'effort d'animation de la cité, indispensable au commerce de proximité et propre à égayer la vie de nos concitoyens, même si nous améliorons la qualité des services publics, notamment dans le domaine de la jeunesse, en élargissant notamment les prestations, même si nous intensifions nos aides à destination du secteur associatif, gage du dynamisme de la vie sociale, avec une enveloppe croissante en matière de financement des projets exceptionnels, même si nous devons faire face à une augmentation spectaculaire des produits alimentaires et des fluides, même si des règles prudentielles en matière de prévision de charges nous poussent à inscrire en dépenses une estimation de plus 9% du montant global du chapitre 011 par rapport au BP 2012. Notre effort constant en matière de maîtrise de l'évolution de nos charges à caractère général, effort aussi porté sur la maîtrise des charges personnelles, engendre un autofinancement croissant grâce à des charges qui évoluent moins vite que les recettes et garantissent une dynamique vertueuse de l'épargne et du financement des dépenses d'équipement. Nous préférons aussi épargner sur nos frais courants l'argent nécessaire à nos investissements plutôt que de recourir à l'emprunt, à l'instar de ménages prévoyants. Cette politique de rigueur sur nos dépenses de fonctionnement se traduira donc budgétairement en 2013 par le non-recours à l'emprunt, contrairement à la prévision en matière de prospective. Et nous sommes fiers d'avoir tout mis en œuvre pour ne pas recourir à l'emprunt, dans un contexte où les banques prêtent de moins en moins facilement aux collectivités. Cette situation d'endettement zéro est particulièrement remarquable en comparaison avec le niveau d'endettement des communes de même strate. Et je reste intimement convaincu qu'il nous faudra préserver absolument dans les années à venir notre capacité d'autofinancement à ce niveau afin de continuer à dégager un budget d'investissement essentiel au développement de notre ville
et à l'entretien de notre patrimoine. Cette rigueur budgétaire sur la gestion de fonctionnement est à conjuguer avec la volonté de la commune de continuer une politique d'investissement volontariste, se traduisant par un niveau particulièrement élevé des dépenses d'équipement, autour de 16 millions d'euros depuis 2 exercices. Une telle dynamique de l'investissement se relève doublement vertueuse puisqu'elle soutient l'activité locale en période de crise et prépare à l'avenir en contribuant au développement local. Parmi le volume d'investissement annoncé pour l'année 2013, volume qui atteint donc un niveau rarement égalé de près de 10 millions d'euros, il est important de souligner que ces investissements sont orientés vers 4 axes forts. La poursuite et achèvement des projets structurants, que sont le centre de la ville senior, le centre culturel, le réaménagement urbain de la place Saint-Jacques. La mise en œuvre du système de vidéoprotection par le déploiement d'une première tranche de caméras avec 2 objectifs conjugués, surveillance des lieux de vie les plus fréquentés, voies commerçantes, axes structurants, dans un but de lutter contre la délinquance de proximité et traçage des entrées et sorties de ville afin de faciliter le travail d'investigation et d'interpellation des forces de gendarmerie. L'entretien du patrimoine bâti, avec un accent tout particulier sur les structures scolaires. Et, 4e point, la mise en place d'une procédure permettant le développement économique du secteur dit des plans, représentant 27 hectares potentiellement aménageables, afin de participer à la reconversion économique de notre bassin de vie, touché de plein fouet par la crise économique. N'oubliez pas qu'investir dans le développement économique, c'est la fiscalité de demain, et à travers notamment les taxes locales. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, le budget 2013 proposera, comme les années passées, sur la consolidation de la structure des finances de la ville, acquise grâce aux efforts constants de l'ensemble des services municipaux. Il devra s'inscrire dans un contexte économique difficile et permettre, après une gestion rigoureuse et bien encadrée, de poursuivre l'action entreprise en matière d'investissement, ainsi le dynamisme de la ville. Je vous remercie de votre attention. C'était les notes préparées par Monsieur le maire. Tu y vas, Jean? Ou j'y vais? Jean? Oui, j'y vais. Monsieur le Premier adjoint, Mesdames, Messieurs, suite à la présentation des orientations budgétaires pour l'année 2013, nous tenons à vous faire part de nos commentaires, suggestions, mais aussi de nos craintes pour l'avenir proche, c'est-à-dire dès le budget 2014. En premier, contexte national, état des finances publiques. Depuis l'élaboration du document que vous nous avez présenté, l'objectif de croissance a été revu à la baisse et il sera très certainement de l'ordre de 0,1% au lieu de 0,4%. De plus, le déficit public sera de l'ordre de 3,5% alors qu'il était prévu 3%. Les conséquences pour les collectivités territoriales seront donc importantes, car les concours financiers de l'État vont diminuer d'environ 4 à 5 milliards d'euros d'ici 2015, vu que les objectifs de 3% du déficit et de 0,1% de croissance ne seront pas atteints. Il faudra encore trouver 6 milliards d'euros. À l'heure où je vous parle, nos ministres réfléchissent, ce qui n'est jamais bon signe. Et le montant de l'addition, ou tout au moins de la soustraction, devrait être annoncé par le Premier ministre lors de la conférence du 12 mars consacrée aux collectivités territoriales. Situation financière de la commune. Nous avons noté que l'épargnette est correcte avec une évolution de 324 000 euros par rapport à l'année 2011 pour un montant de 2012 de 3 millions d'euros et les objectifs de dépenses recettes de la section fonctionnement pour l'année 2013 laissent augurer d'une épargne nette à l'issue de ce budget 2013 qui devrait être de l'ordre de 2,5 à 3 millions d'euros, mais ceci sera confirmé par le projet de budget 2013. Toutefois, cet optimisme risque d'être mis à mal par la menace de l'augmentation des taxes sur leur carburant diesel, ce qui entraînerait une hausse d'environ 15% du budget carburant, une hausse des dépenses d'alimentation liées au transport, mais aussi une hausse des intervenants extérieurs qui, bien évidemment, nous facturent leurs coûts de déplacement. En ce qui concerne les orientations en matière d'investissement, nous regrettons que la voirie hors centre-ville soit le parent pauvre des priorités d'investissement. Le boulevard Frédéric Mistral et l'avenue de Saragousse se doivent d'être réhabilités en 2013. Et la Cachemaille Investissement
subventions non budgétées mais versées en 2013, reliquat sur les grands projets, etc., devra être impérativement utilisé pour ces travaux. La page 7 du document est pour nous très importante, car enfin on y parle développement économique. Il faut vite initier cette zone d'activité des plans qui amènera au travers de l'impôt foncier les ressources financières de demain. Dans ce domaine, vous avez raison d'agir, car il ne faut surtout pas attendre les initiatives d'Aglopole Provence, et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller plus loin en améliorant les relations entreprises communes, en recréant un service économique. Car dans ce domaine, il nous faut un vrai service de proximité. C'est la seule solution pour détecter les emplois locaux et suivre les investisseurs potentiels. Ceci peut se faire sans création d'emplois, simplement en redistribuant un peu les tâches. En conclusion, bien que ce débat d'orientation budgétaire concerne l'année 2013, je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur les difficultés qui vont apparaître au niveau des recettes dès 2014. En effet, compte tenu de la situation économique et financière de la France, les risques de non-reconduction de la dotation de solidarité communautaire, 1,4 million d'euros versés par l'Aglopole, sont réels. Les risques de diminution de l'attribution de compensation, 6,470 millions d'euros, sont prévisibles, compte tenu de la baisse d'activité industrielle. Exemple, fermeture de cabots, mise sous cocon de la raffinerie de Berre, etc. Mais aussi les conséquences de la contribution de l'Aglopole à la péréquation horizontale, la fameuse FPIC. Il faut prévoir un gel, voire des diminutions des dotations de l'État. L'impact des modifications de la loi SRU. On va passer de 20 à 25% de logements sociaux. La pénalité SRU sera multipliée par 3 pour les communes qui n'auront pas les 25%. Ne sera pas sans conséquence pour notre commune. Et cerise sur le gâteau, la création de l'usine à gaz, même si l'usine à gaz, c'est le mot, une usine à gaz c'est très simple, enfin bon, là c'est pas ça. De la métropole AMP, qui ne va pas nous favoriser, soyons-en certains. Au bas mot, peut-être dès 2014, mais sûrement en 2015, ce sont 1,5 à 2 millions d'euros en moins au niveau des recettes de fonctionnement. À un an des élections municipales, puisque c'est le 9 mars 2014, c'est un des paramètres à prendre en compte lors de l'élaboration du programme pour la prochaine mandature. Je vous remercie de votre attention. Juste, ton analyse est pertinente. Juste une réponse concernant la voirie. Oui. On investit quand même 1 million à 1,5 million d'euros par an sur la voirie. Ouais, mais là, ça se concentre au niveau du cœur de ville cette année. On a, je dirais, on a un effort important. C'est vrai qu'il y a le cœur de ville, mais enfin bon, ça fait partie, c'est pas quelque chose que l'on délaisse. N'ayant pas un 4x4, le boulevard Frédéric Mistral est quand même... j'ai été obligé de vendre la Cougar pour ne pas me casser parce qu'elle était trop basse. Il y a des routes qu'il faut traiter encore. Ouais. Enfin, du CAM, en allant à la grotte du Loup, effectivement, il faut un sacré 4x4 là, je vous le dis. Hein. Enfin bref. Je peux, à moins que Madame Lucchini, non? Je vais pas. Voilà. Effectivement, je partage beaucoup de points soulevés par Jean, et puis soulevés par le rapport, vous allez comprendre. Hein. Pour une collectivité, le débat d'orientation budgétaire est le moment de définir ses priorités à partir des orientations choisies par le dialogue et par l'échange. Pour comprendre, pour mieux maîtriser nos choix, il convient de revenir sur la situation économique, financière et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Les grandes lignes de celle-ci ont été rappelées dans le document qui nous a été fourni. L'an dernier, nous pouvions espérer que le budget 2012 serait le dernier budget contraint et que pour l'année 2013, les choses iraient mieux, que le changement attendu serait au rendez-vous. Force est de constater qu'il n'en est rien. Comme pour les années précédentes, notre futur budget 2013 devra s'inscrire dans un contexte de crise et d'une politique d'austérité imposée par le gouvernement. L'État oblige les collectivités territoriales à participer à l'effort d'austérité pour résorber la dette publique nationale dont elles ne sont absolument pas responsables. Les dotations financières de l'État, après avoir été gelées, ce qui correspond à une baisse de 75 000 € encore pour la seule année 2013, seront rognées de 4,5 milliards d'euros d'ici 2015 pour assurer le pacte de compétitivité qui prévoit 20 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux entreprises. Comme indiqué dans le rapport, la mise en place d'une péréquation horizontale, la modification des rythmes scolaires et bien entendu le projet gouvernemental de métropole marseillaise
impacteront le devenir de notre commune. Alors comment faire? Comment faire face? Citoyens, élus, nous avons tous un rôle à jouer. Comment faire face à l'entrée en récession de notre pays? Jean l'a dit tout à l'heure, et je confirme, c'est une croissance de l'ordre de 0,1%, et encore c'est une prévision qui nous attend. Comment faire face à l'urgence sociale qui s'amplifie et satisfaire les aspirations au mieux vivre des Rognacaises et des Rognacais? Je pense qu'il nous faut tout d'abord maintenir notre niveau d'investissement pour soutenir l'activité économique et l'emploi, mais aussi améliorer la qualité de vie et la qualité des services de proximité. Sont à prévoir également d'importants travaux de voirie, rues, trottoirs dans différents quartiers de la ville, et quand je parle de différents quartiers de la ville, je veux dire autant en Haut-de-Rognac qu'en bas, qu'au Barjaquet, etc. Et au Bray. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il nous faut bien appréhender les besoins sociaux de notre population. Pour l'essentiel, nous savons que notre population est vieillissante et dans le même temps que les problèmes d'emploi et de pouvoir d'achat touchent de plus en plus de jeunes et de femmes. 380 jeunes rognacais ont été en contact avec la mission locale Est-Étang-de-Berre, dont 57% sont des jeunes filles, ce qui représente une augmentation de 6,4% de novembre 2011 à novembre 2012. Alors ne pas augmenter la pression fiscale, comme c'est le cas depuis 12 ans, construire des logements sociaux et appliquer le quotient familial pour l'accès aux prestations municipales reste à mon avis effectivement une priorité. Mais nous le savons, pour nos concitoyens, la pression fiscale augmente tout de même par la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales contenues dans la loi des finances et votée chaque année par les députés majoritaires de ces 12 dernières années. Avec la crise et la politique d'austérité, le nombre de foyers en difficulté ne cesse d'augmenter. Entre 2009 et 2012, le nombre de personnes ayant bénéficié de prise en charge de dépenses de loyer et de fluides a presque triplé et la somme consacrée par le CCAS a quasiment été multipliée par 6. Je propose donc que notre nouvelle politique tarifaire, qui tient compte des réalités sociales des familles, soit étendue à toutes les prestations dispensées par les services publics municipaux. Que nous revenions, partout où c'est possible, à des modalités d'attribution basées sur le droit, même pour des aides facultatives. C'est une garantie d'équité et de justice sociale. Il nous faut atteindre une cohérence certaine de l'ensemble de notre politique municipale d'accès aux prestations. Tout est une question d'équilibre entre le contribuable et l'usager. 50% pour l'un, 50% pour l'autre, comme c'est le cas pour la cantine scolaire, mais pourquoi pas 60, 40, tout est discutable. Je propose qu'avant toute décision, il y ait débat, échange de points de vue avec les représentants des utilisateurs. Donner plus de pouvoir aux citoyens, c'est le meilleur moyen d'éviter toute démagogie et de répondre au mieux aux besoins de nos concitoyens, tout en garantissant la pérennité de nos services publics. En résumé, je dirais que Rognac doit s'inscrire dans une logique qui permet de répondre aux besoins de développement de la croissance de notre territoire, d'agir encore plus fortement contre les inégalités sociales et enfin de développer comme jamais dans son histoire la démocratie citoyenne. Démocratie citoyenne, oui, même sur un sujet comme la mise en place du système vidéosurveillance pour un coût prévisionnel de 400 000 €. Ce qui n'est rien, bien entendu, à côté du coût de fonctionnement. Les questions qui se posent sont nombreuses. L'efficacité, 7-8% d'après ce qu'on nous dit. Les voies commerçantes, j'espère que ce ne sera pas que le Haut-de-Rognac, il y a aussi Rognac, ça s'étend jusqu'à la 113, les Barjaquets, etc. Comment intégrer ces moyens techniques à l'organisation du travail de la police municipale? C'est aussi une question. Comment préserver les libertés individuelles, comme c'est affirmé dans le document? C'est plus facile à le dire qu'à le réaliser. Le droit, par exemple, le droit à l'anonymat, est-ce qu'on s'oriente vers un comité d'éthique, etc., etc. Il ne doit pas être question de filmer une cagoule, un casque de moto ou une voiture volée. Pour réussir dans ce domaine de la sécurité, il faudra trouver une cohérence entre les moyens techniques et l'indispensable présence humaine. Voilà, merci de votre attention.
Puisqu'on est obligé de lire pour que nos propos soient intégrés dans le conseil, enfin dans le PV, on va y aller. Écoutez, encore une fois, 18 pages rédigées par vos services, une lecture laborieuse qui, nous vous en remercions cette fois, n'aura duré que 10 minutes. Et puis tout ça pour un prétendu débat qui, depuis 5 ans, a tout d'un monologue successif des différents groupes. Alors le nôtre de groupe, loin de renoncer, n'entend pas s'éterniser sur cette question. Néanmoins, comme il est clair qu'au moment du budget, vous prétexterez toutes les bonnes excuses pour ne pas fournir les réponses autres que celles liées aux chiffres, j'aimerais que vous nous apportiez quelques précisions, si vous le pouvez, sur les différents points de votre document. Vous abordez la question de la création de la métropole avec le transfert de compétences du plan local d'urbanisme. Je rappelle qu'ici à Rognac, nous en sommes encore au plan d'occupation des sols. Pourtant, en septembre 2009 et en septembre 2010, 3 cabinets ont été mandatés pour travailler à l'élaboration du PLU. 3 décisions qui ont mobilisé près de 60 000 € d'argent public et pour lesquelles, depuis bientôt 3 ans, vous n'avez jamais daigné donner la moindre information en retour à cette Assemblée. J'ai cru comprendre que votre équipe s'est montrée frileuse, pour ne pas dire inapte, à traduire la vision que vous n'avez jamais eue du futur développement de Rognac. Nous devons à votre immobilisme l'absence de PLU, et donc, il est effectivement à craindre que tout en matière d'urbanisme se décide véritablement dans l'avenir ailleurs qu'à Rognac, si d'aventure la métropole récupère cette compétence. Cela nous semble grave. Vous abordez également la question du développement économique. 5 ans que nous assistons à celui des villes environnantes. Quand j'ai appris récemment par la voix du conseiller général que les communes d'Alens et Sénas étaient parvenues à faire prendre en compte leur zone dans l'intérêt communautaire, les bras m'en sont tombés. En ma qualité de vice-présidente, j'étais en pourparlers en 2007 avec la Gobole pour que Rognac, 3e ville en termes de population et de recettes fiscales issues de feu la taxe professionnelle, soit considérée comme telle. Je vois que vous n'avez pas su reprendre le flambeau. L'état de nos zones fait peine. Faute d'investissement décent, les entreprises s'en vont avec les emplois et les taxes foncières à la clé. Le nombre de panneaux à louer ou à vendre fait peur, mais rassurons-nous, elles ne vont pas très loin, il suffit de se tourner vers les zones de Marignane, Berre, Salon ou encore Lançon, où les maires ne ménagent pas leurs forces pour les attirer. Aujourd'hui, vous nous promettez monts et merveilles avec la dynamique du projet Henri Fabre. Normal quand on sait que 12 mois seulement nous séparent de la fin de la mandature. Il vous faut vendre du rêve. Mais en 5 ans, vous nous avez rien démontré dans ce domaine, si ce n'est un immobilisme affligeant et pénalisant pour notre population. Parfois, je me demande vraiment pour qui cette majorité nous prend. Nous ne sommes pas des enfants de 10 ans devant le maître d'école pour faire l'apprentissage de la gestion d'une collectivité, et nous ne sommes pas naïfs au point de croire aux promesses que vous pourriez faire aujourd'hui et dans les mois à venir, quand on voit que la majeure partie de celles qui furent les vôtres en 2008 ont fait long feu. Vous parlez de chiffres. Je n'aborderai la question financière que sommairement. Je me réserve pour le budget. En revanche, comment osez-vous parler de la maîtrise de la pression fiscale? Vous oubliez de dire que la revalorisation des bases est au-dessus du niveau de l'inflation. 2% en 2012 contre 1,6%. Et tout ça, ce sont des recettes supplémentaires. J'ajouterai l'instauration d'une taxe de publicité. Bon, là, pas de chance, vous attendiez à plus, mais la recette n'est que de 5 600 €, parce que les commerçants ont pris leur disposition. Il y a aussi le triplement de la contribution foncière des entreprises de l'intercommunauté, dont vous tentez de vous dédouaner, alors que vous et vos élus l'avez voté à l'unanimité. Et puis il y a la taxe d'aménagement qui double et passe de 1,5 à 3% à compter de 2013. Et enfin, la cerise sur le gâteau, vos revalorisations de tarifs intolérables sur la restauration scolaire et les structures jeunesse que je qualifie d'indignes en cette période de crise, et qui vont de 22,5% à 104%, et accablent de fait les familles même modestes. Et comble de tout, vous osez parler d'une tarification particulièrement avantageuse. Mais regardez autour de vous le nombre de maires responsables qui prennent des mesures sociales face à la crise pour épargner les familles. Non, vous préférez les considérer comme des vaches à lait. Enfin, la question des investissements. On ne résume pas une politique municipale à de l'investissement. Vous dites avoir jamais atteint un niveau égalé. Mais pour faire quoi? 2,5 millions pour une place qui restera vide la plupart du temps. 2 millions pour un nouveau foyer alors que l'actuel est à moitié vide. Nos seniors n'étaient pas 30 durant la semaine, excepté pour le repas en l'honneur de la femme, et eux-mêmes ne comprennent pas votre acharnement lorsqu'on voit l'espace dont ils disposent actuellement,
ce qui reste de la fameuse bâtisse qui fut votre école et celle du maire, et de la capacité de la nouvelle salle à peine plus grande que l'actuelle. En revanche, cela ne vous dérange pas que les jeunes enfants soient toujours accueillis au centre aéré dans un algéco vétuste. Cela ne vous dérange pas que les routes soient défoncées. Non, c'est vrai, vous me direz, au-devant dans les pharmacies et de votre habitation, tout cela a été refait à neuf. Votre plan de rénovation de 2 écoles par an, lui, est passé à la trappe. Les enfants, ça ne vote pas. Que les WC de Marcel Pagnol soient une ignominie, cela ne vous dérange pas. Que les écoles ne soient pas adaptées au nombre d'habitants des quartiers qui du coup sont obligés de laisser leurs enfants à la cantine, cela ne vous dérange pas. Vous et cette équipe, vous êtes réellement passés à côté de l'essentiel. Voilà que vous nous jetez maintenant 400 000 € à la figure pour la vidéoprotection, alors qu'on attend encore la présentation qui devait avoir lieu en septembre 2012 par le centre de gestion dans le cadre du contrat local de sécurité. Vous vous étiez engagé à ce que le diagnostiqueur revienne nous exposer ses préconisations et une estimation. Et faut-il vous rappeler que c'est seulement devant notre insistance que vous avez fini par mandater le CDG pour faire ce fameux diagnostic. Vous prétendiez avoir entre vos mains un rapport qui niait l'efficacité de la vidéoprotection. Vous et l'adjoint à la sécurité disiez que cela ne servait à rien. Et voilà que l'auditeur indépendant a mis à mal cette argumentation commune et nous a expliqué ici même en mars 2012 la nécessité d'équiper notre ville. Vous affirmiez que la police municipale réorganisée à compter de 2008 était plus efficace. Oui, surtout en matière de répression et prévention routière, puisque l'auditeur a soulevé le fait que 68% des actions de police étaient axées sur ce domaine. Nous considérons que nous avons vécu 5 ans de recul en matière de politique sécuritaire, avec la suppression des patrouilles 24 heures sur 24. Pas de vœux à la population, pas de chiffres. Voilà qu'on passe à la trappe des statistiques qui dérangent, notamment celle de 2011 avec tout ce que nous avons vécu et dont nous vous épargnerons le rappel. Contrairement à ce que croit votre majorité, les Rognaquais ne sont pas des citoyens anesthésiés avec qui vous pouvez tout vous permettre. Vous pleurez pour la dépense supplémentaire que va vous occasionner les nouveaux rythmes scolaires développés sur 4 jours et demi, mais vous oubliez l'économie que la collectivité a réalisée en 2008 lorsque la classe s'est faite seulement sur 4 jours. Vous vous vantez de réduire la masse salariale, mais la ville n'a jamais été aussi sale. Normal, lorsque les effectifs sont en moyenne de 5 personnes contre 9 auparavant. Mais les élections approchent. J'ai cru comprendre que les renforts arrivent. Alors attention, gare aux chiffres de la masse salariale. Quoique l'année prochaine, vous ne serez peut-être plus là pour rendre des comptes. Vos propos à tous se veulent volontairement alarmistes pour l'avenir. Et on pourrait s'en étonner lorsqu'on connaît la sensibilité de vos groupes politiques. Et je vais vous dire, comme le disait Félix-Antoine Savard, un écrivain québécois, mais moi j'ai bien mieux à faire que de m'inquiéter de l'avenir, parce qu'il faut le préparer. Voilà. Pour ma part, et tous ceux qui sont dans cette ville, qui aspirent à la fonction de maire, devraient réfléchir à cette situation. Car ici, à Rognac, celui ou celle qui héritera de la gestion de cette municipalité a plus que du pain sur la planche pour remettre Rognac sur les rails de la réussite. Merci de votre attention. Je ne m'attendais pas de toute façon à ce que vous ayez un seul accord dans ce qu'on a fait. Tout est à jeter à la poubelle. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc on ne rentrera pas dans un débat stérile. On va passer au point suivant, si vous me permettez. C'est ce qu'on a dit, c'est un monologue. Absolument, absolument. Et par contre, je vous ai évité un très long discours, mais vous auriez pu faire de même, on aurait gagné du temps. Excusez-moi, point suivant. Point suivant, participation 2013, émission locale, Est et temps de Bénin. Donc intervention, la mission. Alors, afin de. Pardon. Avant de voter cette délibération, certains d'entre vous ont souhaité appeler mon attention à juste titre quant à l'évolution des activités exercées par la mission locale au sein de notre commune. Donc on a bien entendu la question, donc on apporte les réponses. Comme vous le savez, la période entre la fin des études et l'entrée sur un marché du travail a toujours été délicate pour les jeunes. On observe que dans ce laps de temps s'allonge et s'étire et le parcours visant l'entrée sur le marché du travail. Concernant désormais un public jeune plus large, le contexte économique a accru les difficultés et les plus nombreux. Pour toutes ces raisons, il n'est pas étonnant de considérer que nombre de jeunes Rognacais, accompagnés par la maison locale, a une nouvelle fois cette année 2012
évolué à la hausse. Néanmoins, les résultats obtenus lors de ces accompagnements méritent d'être soulignés malgré un environnement économique peu favorable. Cet accompagnement individualisé et personnalisé mis en œuvre par la mission locale a concerné cette année 380 jeunes Orgnacais, soit une hausse de 7% des jeunes suivis par nos services, enregistrés en 2012 sur la commune par rapport à 2011. On observera qu'entre 2003 et 2012, la hausse des publics suivis a été conséquente, à savoir plus de 33%. Mais revenant sur l'année 2012, 136 jeunes ont été reçus en entretien individuel pour la première fois. Sur l'ensemble des 380 jeunes suivis, 154 ont déclaré avoir eu un accès à l'emploi. 10 ont négocié un contrat en alternance. Et enfin 60 ont obtenu une formation. Je trouve que j'ai été particulièrement, je dirais, étonné par le résultat de la mission locale. On se posait la question, et je pense que les chiffres démontrent quand même de son efficacité. Au total, ça représente une part non négociable des Rognacais de 16 à 25 ans, près de 60% qui a eu la possibilité d'accéder au marché du travail par l'intermédiaire de la mission locale. S'agissant en dernier lieu de l'augmentation de la participation communale au financement de la mission locale passant de 20 809 € à 23 000 € en 2013, cette dernière est liée principalement à une légère évolution démographique de notre cité, servant de référence au calcul du montant de la participation. Mais au vu des enjeux explicités au préalable, vous conviendrez avec moi que cette augmentation relève de l'anecdote. Je vous demande donc d'approuver la participation communale pour l'année 2013 à la mission locale de l'étang de Berre pour un montant qui s'élève à 23 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Convention de financement. Financement de la... Oui, ben ça c'est la convention de la caisse d'épargne, c'est de la caisse familiale. C'est l'aide de vacances, il n'y a rien de particulier. Je prends un peu, excusez-moi, je ne connais pas trop. En plus c'est fermé. Bon, qui est contre? C'est pas ma tasse de thé. Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité. Mise à disposition du personnel pour l'action communale. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, bon, c'est la mise à jour du personnel mise à disposition. Vous avez, je ne vais pas vous lire tout le texte, il n'y a rien de particulier. Ça vous va? Oui, oui. Hein, parce que là, il n'y a pas de... Je ne vais pas rentrer dans les discussions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Dématérialisation des déclarations d'emploi vacants avec le centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Ça c'est pareil, c'est la mise en informatique, c'est ça, c'est la mise en informatique des emplois, des échanges. Hein? Ces emplois qui passent au centre de gestion, qui sont envoyés directement au centre de gestion. C'est la mise en informatique des emplois qui passent au centre de gestion. C'était pas comme ça déjà? C'était pas informatisé. Non. C'est pour l'ensemble des emplois? Pardon? Vacants. Vacants, oui, mais enfin de toute catégorie? Oui, toute catégorie emploi vacant. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Intervention du conseil municipal sur le rythme scolaire. Ah, je vais essayer de vous relire la note du maire concernant les rythmes scolaires. Alors, je ne reviendrai pas sur les fonctionnements et la complexité de mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires largement médiatisée. Il me semble que le rapport que vous avez entre les mains suffit amplement à répondre à tous ces aspects. Un constat se dégage malgré tout. Il est évident que nous ne serons pas prêts pour l'année 2013, car plusieurs questions de fond inhérentes à la mise en œuvre de cette réforme se posent.
Quel type d'activité proposer? Quelle plage horaire choisir? Quel est le jour d'enseignement supplémentaire le plus opportun? Quelle nouvelle organisation pour les structures jeunesse? Quel impact au niveau du monde associatif? Quelles conséquences pour les familles? Toutes ces questions et bien d'autres méritent d'être posées et réfléchies. Je ne m'attarderai pas non plus sur les moyens financiers qu'entend nous accorder l'État pour amorcer cette réforme. Ce n'est pas la première fois qu'un transfert de charges s'opère sans moyens pérennes. Je m'attarderai encore moins sur les hypothétiques aides de la CAF. Et avant de définir la position officielle que défendra la ville de Rognac auprès de la direction académique des services de l'éducation nationale, notamment sur les options concernant la mise en place de la réforme, je souhaiterais consulter l'ensemble des acteurs impliqués. Tous ces acteurs sont en droit d'avoir un plan d'action lisible et chiffré, qui rassure et garantit une bonne prise en charge des enfants. Un questionnaire sera également adressé directement aux parents des quelques 1250 enfants scolarisés dans les écoles de Rognac. Vous l'aurez compris, je préfère que nous donnions du temps pour régler toutes les questions qui se posent et réussir en 2014. Une opération de qualité, je suis convaincu. Que sans une consultation large et une consultation entre nous, les acteurs de la sphère éducative, élus, enseignants, éducateurs, agents communaux, parents, et au-delà avec les associations qui assurent les activités le mercredi, aujourd'hui, sans en connaître le coût réel pour nous, élus, il n'est pas possible, de mon point de vue, de mettre en place les conditions optimales de réussite des élèves à la prochaine rentrée. Cette réflexion conduira à élaborer un projet éducatif rognacais, ambitieux, que nous soumettrons à DACEN. Ainsi, au regard premièrement des incertitudes à propos des règles d'organisation des 3 heures d'accueil ou développement mises à la charge de la ville pour la réforme des rythmes scolaires. Deuxièmement, de l'impact financier important de ce nouvel accueil dans un tel contexte économique difficile et face à un budget contraint. Une première estimation a évalué à 170 000 € le coût net pour cette collectivité avec la prise en compte des aides étatiques. Troisièmement, le changement d'organisation des services municipaux qui nécessite consultation et discussion. Quatrièmement, de l'indispensable concertation avec les instances représentatives et de tous les membres de la communauté éducative pour la construction d'un projet consensuel. Considérant en dernier lieu l'intérêt de construire un projet éducatif territorial pour donner un contenu pédagogique intéressant à cet accueil pour les enfants des écoles primaires. Pour toutes ces raisons, il nous faut du temps et il nous est permis d'en disposer en reportant la mise en œuvre de ces nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014. C'est ce que je vous propose de faire. Plutôt que de rater la réforme 2013, donnons-nous le temps de réussir celle de 2014. Si j'ai bien compris, dans la réforme, on parle aussi du samedi matin, et dans la délibération, on n'en parle pas. Mais non, le choix, c'est le samedi ou le mercredi. Et oui, mais dans la délib, on n'en parle pas. C'est pour ça que j'allais dire. C'est le samedi, très exceptionnellement, hein, d'après la note du DAZEN, il faudra vraiment argumenter. En plus, on a une autre contrainte, c'est le lissage avec la commune de Vitrolles, puisqu'on fait partie de la même circonscription. Hein, et le samedi est dérogatoire, voilà, le samedi n'est que dérogatoire. Ouais. Mais effectivement, bon, puisque j'ai la parole, nous on va voter cette délibération en retenant évidemment le mot que vous avez employé, consensus, quoi. Je crois que nous on appelle de nos voeux la remise sur pied, au moins pour un temps, quoi, de la commission paramunicipale de l'enseignement, hein, qu'on a connue naguère, on va dire. Hein. Surtout que personne ne soit laissé en dehors de la discussion, les parents d'élèves, les employés municipaux, les enseignants évidemment, pour qu'on arrive véritablement dans l'harmonie à bâtir quelque chose qui tienne la route, quoi, et où tout le monde se retrouve. Hein. Voilà. Absolument, nous sommes d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on ne fera pas
Est-ce qu'on ne sera pas obligé par l'éducation nationale de choisir un jour vu qu'on dépend de... Il y a la contrainte de s'harmoniser avec Vitrolles. Il y a la contrainte de s'harmoniser avec Vitrolles. Sachant que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est le DAZEN qui tranchera, quoi. Parce que la concertation, on l'aura, mais je veux dire, la contrainte, on l'aura aussi. Je ne pense pas que Vitrolles fasse des choix bien différents des nôtres non plus. Hein. On doit se positionner quand, là, au plus tard Avant le 31 mars, c'est ça? Non, mais là, c'est pour les non, mais pour le reste. mais pour après, pour la... Eh bien, il faut impérativement, de toute façon, que le conseil municipal, vous voulez dire au niveau du report ou non, pas si du on report? fait un report en 2014, donc après, il n'y a pas de date Ah spécialement pour la cabinet. non, du tout. Dès l'instant où le DAZEN entérine le report, Juin 2014. Il faut que ce soit prêt pour octobre 2014. pour la prochaine rentrée, quoi, parce Oui, que de donc toute ce façon... sera peut-être la prochaine municipalité. C'est bien pour ça qu'il faut attendre. Effectivement. On a tout intérêt à Attends, attendre. il faut parce commencer que à dialoguer avec Vitrolles. La commission paramunicipale, c'est un vœu pieux parce que on aurait... J'appelais ça comme ça parce que ça a existé, Oui, quoi, hein, tout à et fait. qu'on l'a Non, connu. mais Hein. c'était quelque chose de bien, mais on l'a vu pour la cantine. Je veux dire, aujourd'hui, on est obligé de faire marche arrière, alors que si on avait consulté les parents, on pouvait éviter ce tollé général qu'il peut y avoir, où on parle maintenant de refaire des tranches supplémentaires. Donc, qui Tout a est contre? été fait, je termine, s'il vous plaît, tout a été fait à la va-vite. Ouais. Non, il faut attendre. De toute façon, ça a trop Qui est d'impact contre? sur... Trop d'impact, oui, tout à fait. Comme les dossiers Non, sont là. non, non, on vote contre. À De toute façon, on ne va pas faire ça à la va-vite. Ce conseil municipal est terminé, je vous remercie. Je tiens à vous faire remarquer qu'on a voté tous les rapports. Hein.